Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Il y a quelques semaines, je suis allé voir la dernière de Electre Oreste de Euripide, mise en scène par Ivo Vanov à la Comédie Française. Cette dernière représentation était également la dernière de la carrière prolifique de Bruno Raffaelli, sociétaire depuis près de 25 ans, de cette institution qu'on nomme également le Français ou encore la Ruche. On y reviendra. À la fin, au moment de saluer, Bruno Raffaelli s'est détaché du reste du groupe, physiquement, un pas en avant, comme seul face à son public, et il a prononcé quelques mots en guise d'au revoir. Un au revoir émouvant, acclamé, pas si solennel que ça, à cette troupe, à ses techniciens, techniciennes, à son public, mais également à cette grande aventure pas banale qu'est la Comédie Française. Et j'y ai vu un moment clé dans la vie du comédien, comme on quitte quelqu'un qu'on aime, très simplement, en douceur, dans la joie même, mais on le quitte malgré tout. Car la Comédie Française, c'est plus qu'un symbole, c'est plus qu'une histoire, c'est une appartenance, une tranche de vie qui va bien au-delà du cadre professionnel. Le sacré, oui, le sacré de la chose, tient particulièrement à ses codes, à son lieu, à sa réputation qui, cumulés, en font une spécificité, mieux, une exception française. Appartenir à la ruche, comme on l'appelle, c'est quelque chose. Alors j'ai décidé d'inviter l'une d'entre eux, celle qui jouait Hermione en alternance dans Electre Oreste, de l'inviter derrière mon micro pour en parler, très simplement. Pauline Clément, la trentaine, est pensionnaire à la Comédie Française depuis 2015, et a un parcours qui m'a beaucoup intéressé, entre la notion d'échec qui a rythmé sa scolarité, son parcours en dents de scie, ses troubles de l'orthographe et cette propension à incarner comme personne. On a instinctivement le sentiment que cette jeune femme a quelque chose, a une vision à apporter au jeu français. Et ce qui m'a intéressé, au-delà de ça, c'est qu'elle est une vraie enfant de sa génération, pourrait-on caricaturer, puisqu'elle concilie un emploi du temps de pensionnaire, place Colette, et celui d'une faiseuse de sketch. Avec son collectif de vidéastes et comédiens Yes vous aime sur YouTube, elle rend la position de comédienne très intéressante, à mon sens, et à plus d'un titre, comme tournant autour de tout, sans jamais rien s'interdire. Et avec Pauline Clément, on a parlé de sa découverte du théâtre, de cette arrivée et de cette vie à la Comédie Française, ou encore de la notion de troupe lorsqu'on s'apprête à jouer. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, on va essayer de mieux appréhender, de mieux connaître cette institution qu'est la Comédie Française, grâce à toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux très simplement nous raconter un petit peu ton parcours, comment on arrive à la Comédie Française ? Alors, je vais raconter mon parcours du coup depuis le début. En fait, déjà j'avais des difficultés à l'école, c'est-à-dire que en CE1 déjà j'ai redoublé, ce qui est assez tôt pour redoubler. Et la maîtresse, je pense qu'elle était plutôt gentille, a dit il faut que Pauline redouble parce qu'elle a besoin de plus jouer. Et je jouais beaucoup dans ma chambre, j'ai adoré ça et je comprenais pas du tout le principe de l'école. Je comprenais pas, je me disais mais pourquoi est-ce qu'on se gâche la vie à passer des heures assis sur une table à écouter des trucs ennuyeux. Je comprenais vraiment pas l'intérêt et ça me parlait pas du tout. Ce que j'aimais, c'était être chez moi et je me disais mais on n'a jamais le temps. On se lève le matin, on part à l'école, on passe notre journée à l'école et le soir on revient, il faut faire des devoirs pour l'école. Ouais. Et je sais pas, ça me paraissait absurde qu'on n'avait pas de temps pour nous. Et du coup, j'aimais pas ça du tout. Et je crois qu'après j'ai développé un truc pas terrible qui fait que pour me protéger, je me suis mis en veille, je me suis fermée. Et c'est-à-dire que j'étais en classe, j'étais pas spécialement plus en train de discuter que les autres ou écrire des petits mots, mais j'écoutais plus, j'étais ailleurs, j'étais partie quoi, j'étais en veille quoi. Ok, en veille. En veille, je faisais semblant d'écouter et tout ça. Donc effectivement, ma scolarité se passe mal puisque je suis en classe mais je suis pas là, j'écoute rien. Et au bout d'un moment, alors je faisais du coup on me mettait quand même au soutien, on faisait des trucs ça, mais ça se passait hyper mal. Et après je suis allée en internat, en 6e. Et là finalement ça me manquait d'être chez moi et tout ça. Donc je suis revenue chez moi et au bout d'un moment on m'a dit qu'il fallait que je parte dans une
dans un parcours professionnel parce que je pouvais pas continuer les études parce que mes résultats étaient mauvais chaque année. Je passais de la classe supérieure, mais je sais même pas comment. J'étais toujours la dernière de ma classe. Et on me disait toujours, mais qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu fais pas d'efforts, tu t'es ailleurs, Et oui, j'avais fait des tests. J'étais allée dans des hôpitaux pour faire des tests. On s'est demandé ce que j'avais. Et oui, à ce point. Ouais. Et les tests disaient... Bah après, j'avais une mère prof, donc c'était aussi... ça l'intéressait aussi de savoir... D'ailleurs, après, elle s'est professionnalisée pour aider les enfants en difficulté, hyperactifs ou des problèmes comme ça. Ou dysorthographiques. Et donc, j'ai fait des tests. Et dans les tests, il ressortait que j'étais dysorthographique, dyscalculique et très légèrement dyslexique, mais pas beaucoup. Donc voilà, et en fait, je pense que tout était trop compliqué pour moi. Donc comme j'y arrivais pas, je me disais en fait, si je veux avoir un niveau comme les autres, il faudrait que je bosse comme une malade. Mais en fait, ça me paraissait une montagne infranchissable et je voyais pas l'intérêt. Mais tout le temps, on me répétait, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Tout le monde se préoccupait de mon avenir, beaucoup. Donc j'entendais beaucoup, tu vas jamais y arriver. Et puis j'entendais beaucoup pas de la part de ma famille, mais dans les écoles ou même les autres enfants, j'entendais beaucoup des t'es nulle, t'es mauvaise, qui a eu encore une mauvaise note. Enfin, j'étais habituée à l'échec en fait. Ça marque ça surtout. Bah, c'était rentré en moi que j'étais dans l'échec. Et à un moment, j'ai décidé de m'en foutre. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit qu'est-ce que ça te fait d'être dernière de la classe? Et puis j'avais dit bah, je me sens bien parce que je trouve que c'est la honte d'être premier de la classe. Enfin, je m'étais mis dans un truc où une position d'échec. Assumée d'échec, ouais. Et après, je suis partie en école professionnelle en 3e. Là, j'ai fait de la menuiserie et de l'électricité. Il n'y avait pas beaucoup de portes, en fait. Je pense que maintenant, ça change, mais quand j'étais plus jeune, bah, quand tu n'es pas faite pour l'école, bah, il n'y a pas grand-chose comme autre alternative. Ouais. Donc, j'ai fait... du bois, j'étais qu'avec des garçons, je faisais des études pour faire des meubles, mais ça me paraissait super dur, et puis je crois que ça me plaisait pas tant que ça. Okay. Je faisais de l'électricité, et le seul cours, il y avait un cours que j'adorais, c'était un cours de dactylo, on apprenait à taper très vite, sauf que moi, avec les fautes que je fais, jamais je pourrais être preneuse de notes, mais je tapais hyper vite. Ça, mais ça n'allait pas. Ah, j'aimais ça, là, je me disais, ça me plaît, mais sauf que c'était pas du tout un avenir pour moi. Et après, je crois que j'ai été un peu choquée d'être dans une école avec que des garçons pendant 2 ans. Je crois que c'était un peu, à l'âge de 14-16 ans, avec que des enfants en difficulté comme moi, c'était un peu dur. Et tout d'un coup, j'ai complètement changé. J'ai dit à mes parents, j'arrête tout. Je vais dans une école d'esthétique. Je vais faire un CAP. Je pense que le mot CAP, ça me rassurait parce que ça fait moins dur qu'un bac, par exemple. Ouais. Ça me rassurait. Et du coup, là, je me suis mis à bosser. Et là, je travaillais. Là, vraiment, je rentrais chez moi, je révisais, j'étais à fond. Et ça te plaisait? Et ça me plaisait. Je me voyais ouvrir un spa ou faire un truc comme ça. Et là, je m'étais inscrite à côté. Mes parents m'avaient dit, ce serait bien que tu fasses une activité, ce que tu veux. Nous y voilà. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais pas si je vais faire de la danse ou... J'hésite entre danse ou théâtre. Et puis finalement, j'avais trouvé un cours de théâtre. Enfin, ma mère m'avait trouvé. Et donc, du coup, je suis rentrée dans un cours de théâtre dans le 6e avec que des gens qui étaient dans des écoles super dures, qui étaient à Stanislas ou les écoles dures un peu du coin. Et moi, j'étais dans mon école d'esthétique. Et ça me plaisait vachement. Chaque semaine, j'allais au cours. Et toute la semaine, je me disais, ah, mais si elle nous redemande de faire cette impro-là, en fait, je pourrais inventer ça et ça. J'y pensais de plus en plus. Oui. J'y pensais chaque semaine, mais je m'imaginais pas faire ça spécialement. C'était mon cours amateur, et puis je parlais très vite. Quand je faisais des spectacles, je parlais très vite, j'articulais pas spécialement bien et tout ça. Et juste, ça m'obsédait et ça me passionnait. Mais pour l'instant, c'était une espèce de loisir, quoi. C'était un loisir, puis comme je me suis jamais visualisée dans la réussite, je me disais pas je pourrais faire ce métier qui est super dur. Je me disais rien, quoi. Puis j'avais trouvé, j'ai l'impression qu'avec l'esthétique, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, pour lequel je m'investissais enfin. Et puis après, une fois que j'ai eu mon CAP d'esthétique, il fallait que je fasse mon BP. Parce que après le CAP, tu peux compléter avec le BP, c'est ce que normalement la plupart des gens font. Okay. Et là, j'ai dit à mes parents, je leur ai dit, je crois que j'ai envie de faire une année sabbatique et puis faire du théâtre. J'ai envie d'arrêter et faire du théâtre.
mes parents qui s'étaient beaucoup inquiétés pour moi, qui s'étaient toujours inquiétés. Du coup, c'était pas du tout comme dans d'autres familles où quand tu dis je vais faire du théâtre, les parents flippent. Là, de toute façon, ils étaient tellement inquiétés qu'ils étaient là, bah super. Ma mère a regardé dans sa bibliothèque, bah regarde, j'ai des livres de Molière et tout ça. Bah j'ai de la littérature, ah super, tu vas. Enfin, pour elle, c'était j'allais m'intéresser à la littérature, j'allais m'intéresser au texte et tout ça, donc elle était contente. Que tu connaissais pas encore à l'époque. Non, pas spécialement, non. J'avais dû lire en cours, mais comme en cours, j'écoutais pas, je suis passée à côté. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je pense que c'est assez dur pour les gens qui réussissent de partir dans un parcours artistique, parce que j'ai eu une autre quelqu'un qui m'a raconté une histoire complètement contraire à la mienne, une fille très douée qui réussissait vraiment, qui était partie pour faire des études de commerce, et quand elle a voulu faire de l'art, tout le monde lui a dit mais n'y va pas, t'es folle, t'es tellement bien lancée. Oui, t'es tellement bien lancée, tu vas avoir tout ce qu'on veut dans la société, un bel appartement, de l'argent, machin. Et pour elle, c'était vachement dur de dire non, en fait je vais aller faire quelque chose d'artistique, alors que pour moi, comme de toute façon j'étais pas c'était compliqué pour moi, bah en fait quand j'ai dit que j'allais faire du théâtre, ça gênait personne. Oui, mais au début j'ai dit je fais ça un an, j'ai dit je me prends une année sabbatique, j'arrête tout, je vais au cours Florent et puis je profite et voilà. Et donc je suis arrivée au cours Florent. Et là, avant le plaisir du théâtre, j'ai surtout eu le plaisir d'arrêter l'école. Et du coup, au début, je travaillais pas tellement. J'étais surtout dans une période de libération totale, où mes cours, c'était des trucs drôles, mon école, c'était chouette. J'étais dans un espèce de kiff de la vie, mais sans tellement m'impliquer. Et à la fin de l'année, un prof qui m'a dit « Mais t'es une touriste, il faut que tu te mettes à travailler, en fait. » Et donc, j'ai continué des écoles de théâtre. Et à un moment, je me suis décidée à passer les concours des grandes écoles de théâtre. Et n'ayant jamais passé de concours, ayant un peu jamais trop réussi tout ça, je m'inscrivais, mais j'étais pas bien préparée, je les bossais pas bien. Je prenais comme réplique mes copains, mais c'était pas toujours les plus fiables. Je prenais toujours un peu ceux qui viennent en cours puis qui disparaissent. C'était jamais... La touriste un peu, quoi. Oui, la touriste. Je m'y prenais pas très bien. Mais je passais pas mal de concours. Mais après, je me suis dit que ma force, c'est que j'avais tellement été habituée à ce qu'on me dise tu sais pas faire, t'as des difficultés, que je me vexais pas du tout de rater les concours de théâtre. Alors que d'autres en passaient et après, ça les avait atteints et ils avaient fait beaucoup d'efforts et du coup, ils étaient blessés, du coup, ils avaient du mal à y retourner. Moi, je les passais, je les ratais, je les repassais. C'était... Avec une certaine dynamique de l'échec, en fait. Ouais, c'était... Je me vexais pas du tout de pas être prise. Pour moi, c'était la base. Donc voilà. Et à un moment, j'ai un ami de mon école de théâtre qui m'a dit « Je vais t'aider, tout ça, parce que tu t'y prends super mal pour passer les concours. » Et il m'a dit, en rigolant, il m'a dit « Je vais te coacher. » Mais c'est vrai qu'il m'a aidé. On a choisi des textes ensemble et tout ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit en fait, il faut que j'ai une école. Et il me restait plus qu'un an, parce qu'il y a des âges limites pour passer les concours. Okay. Il me restait un an. Et je me suis dit, je passe Paris et Strasbourg. Et sinon, j'arrête tout. Mais je m'y mets vraiment à fond. J'en passe que 2, parce qu'avant, je m'inscrivais à tous. Je passais Lyon, Saint-Étienne, je passais tout. Là, je me suis dit, j'en passe 2. Mais 2 où je me mets à fond. Ouais, 2 quoi. 2 vraiment à fond. Et là, j'ai travaillé avec cette amie qui m'a aidée. Avec qui j'ai fait Yes après, qui fait partie du groupe de Yes. Et j'ai réussi le concours du conservatoire. Et encore, j'étais sur liste d'attente, j'étais la 2e. Et finalement, une fille était enceinte, elle a pris un congé, et une autre avait choisi d'aller à Strasbourg. Donc une semaine avant la rentrée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous êtes intéressée pour rentrer Conservatoire national, vous êtes prise. Les deux filles se sont pas désistées, mais sont plus là, et vous avez une place. Et du coup, c'était tellement improbable que avant la joie, j'ai eu le stress de me dire oh là là, mais je suis pas une intellectuelle, mais ça se trouve ça va être des super bosseurs, je vais pas savoir faire. J'ai eu tout de suite l'inquiétude, et en fait en arrivant là-bas, j'ai compris qu'il y avait plein de profils très très différents, qu'il y avait des intellectuels et des gens comme moi, et voilà, et c'est là que du coup je me suis mis à faire du théâtre beaucoup parce qu'on travaille beaucoup dans cette école. Ouais. Et après je suis sortie de l'école.
Il y a eu une retombée, parce que quand tu rentres au conservatoire, tu te dis c'est magnifique, c'est l'école de fou et tout ça. Et quand tu sors du conservatoire, finalement, tu es au chômage comme tout le monde. Et tu te dis, ah oui, en fait, c'est pas si évident que ça de travailler. Et 1 an et demi après, j'ai passé une audition pour la Comédie Française. Et là aussi, j'étais un peu comme sur liste d'attente. Ils ont pris une autre fille, Rebecca. Qui est également à la Comédie Française actuellement, Rebecca Marder. Rebecca Marder, qui est ma coloc de loge. Et il m'avait dit, on vous rappellera, mais je sais pas, je me suis pas fiée à ça. Et finalement, 6 mois après, ils m'ont recontacté en me disant, il y a une place qui s'est libérée, on vous propose de rentrer. C'est Eric Ruff qui t'a appelé. Oui. Donc Eric Ruff, c'est l'administrateur général. Oui. Et lui, concrètement, son rôle, c'est quoi ? Je crois qu'il a plein de rôles. Il fait beaucoup de choses. C'est assez vaste. En fait, il dirige la Comédie Française, quoi. Donc il fait pour le coup, il faisait l'audition. Il fait rentrer des gens. Il rencontre les metteurs en scène. Il fait la programmation. Il gère. C'est énorme ce qu'il a géré. Est-ce qu'il t'a appâté, je dirais, avec des auteurs que tu pourrais jouer une fois arrivé à la Comédie Française, avec des pièces, avec des rôles? Non, il m'a pas du tout appâté. Il y avait une audition. C'était une audition vraiment très agréable. C'est une audition particulière parce que normalement, quand tu fais une audition, c'est pour un projet. Ouais. Et là, c'est pour rentrer dans une maison où tu peux rester 1 an ou 10 ans, tu sais pas. Donc, c'est une suite de projets. Et non, au contraire, il nous disait à toutes, voilà, la Comédie Française, c'est quand même assez engageant. Quand on y entre, on doit parfois laisser quelques projets qu'on faisait. C'est très prenant, c'est assez aspirant, on travaille beaucoup. Donc, est-ce que vous avez envie ? Enfin, c'était pas du tout appâtant, c'était au contraire, est-ce que est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir vous engager ? Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie d'y rentrer ? En quoi c'est engageant à ce point, la Comédie Française ? On travaille beaucoup, en fait. Ouais, c'est tout simplement ça, en fait. Ouais. Et du coup, toi, tu es pensionnaire de la Comédie Française. Oui. Quelle est la différence entre pensionnaire, entre sociétaire honoraire et entre doyen ? C'est Claude Mathieu, à l'heure où on se parle, qui est la doyenne. Claude Mathieu, c'est la doyenne, c'est-à-dire que c'est celle qui est c'est la plus ancienne à la Comédie Française. Donc, on peut se référer à elle. Je crois que j'ai fait une explication un peu brouillon parce que c'est tellement compliqué. C'est compliqué, c'est vrai ? Ouais, je crois que c'est... Il y a beaucoup d'éléments. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Mais elle, c'est la plus ancienne, et donc c'est la chef de troupe. Donc c'est elle qui s'occupe s'il y a des réunions, s'il y a des problèmes, on peut se référer à elle. Et après, tout le monde rentre en tant que pensionnaire. Ouais. Et après, on peut devenir sociétaire. Et quand tu deviens sociétaire, c'est comme si tu avais des parts dans la société, que c'était plein de mini-patrons. Et du coup, chacun a des pouvoirs de décision. Mais c'est un organisme... assez complexe. Ouais, c'est une société dans la société un peu. Est-ce que c'est élitiste ou c'est seulement exigeant, la Comédie Française, ou aucun des deux peut-être, selon toi, qui appartient à cette troupe ? Je sais pas trop, en fait, je sais pas, parce qu'on prépare des spectacles, mais j'ai l'impression que dans tous les théâtres, les spectacles, c'est toujours exigeant. J'ai toujours l'impression que c'est une recette un peu magique, tu sais jamais en sortant du four ce que ça va donner. Il y a le groupe qui va jouer, les acteurs qui sont proposés, le texte, la mise en scène, le décor, les costumes. Et parfois, le tout fait que ça marche. Et du coup... Mais il n'y a pas une espèce de spectateur, tu sais, un peu exigeant, un spectateur estampillé Comédie Française ? Je sais pas. Tu sais pas ? Non, je sais que quand on avait joué un spectacle un peu particulier, que j'adorais, La règle du jeu, avec Christiane Jataï, je sais que le spectateur était dérouté, surtout pour les premières, parce qu'il y avait un film qui était projeté. Après, on jouait beaucoup avec le public, et ça jouait sur il y avait un faux brouillon, comme si c'était pas répété, mais qu'en fait c'était hyper répété. Mais il y avait et je sais que des spectateurs avaient été déroutés parce que ils n'allaient pas voir quelque chose qu'ils connaissaient, qui rassurait. Donc ils étaient un peu déroutés. Et sinon, je sais qu'aussi, la première fois que je suis allée voir un spectacle au Vieux-Colombier, c'était avant que je rentre, j'ai trouvé ça trop drôle. Il y avait des dames qui étaient là, qui étaient venues en groupe, qui ouvraient le programme, et elles avaient leurs acteurs qu'elles aimaient. Et elles étaient hyper contentes. Elles disaient, regarde, il y a Bruno Raffaello, c'est génial, et il y a Christian. Et dès qu'ils arrivaient sur scène, elles riaient. Et il y a vraiment des personnes qui connaissent les acteurs et qui les ont vus dans un rôle, qui sont contents de les revoir dans un autre, qui suivent, tout ça. Mais c'est d'ailleurs un peu
le plaisir de la troupe. Et justement, quel lien t'entretiens toi avec ce principe de troupe qu'il y a peut-être également dans ton collectif sur YouTube, parce que vous êtes plusieurs. Je sais, quand j'étais au conservatoire du 8e, à un moment, j'allais en cours et je repartais dès que j'avais En fait, je me sentais pas prête à travailler, donc je continuais à aller en cours. Mais dès que j'étais appelée pour une pièce, je quittais le cours et je partais pour 1 mois, 2 mois. Et le dernier jour, le prof avait dit, je vais vous voir un par un et faire un petit bilan sur votre année. Et moi, je me suis dit, je venais en cours, je discutais tout le temps, j'étais vraiment là, j'avais envie de rigoler tout le temps. Je me suis dit, il va me défoncer, c'est pas possible. Et je suis rentrée dans la salle et il m'a dit, Pauline, je sais pourquoi t'es là, je sais pourquoi tu continues, c'est parce que t'as besoin du groupe. Et c'est vrai que moi, je marche beaucoup en groupe. J'ai besoin d'être avec les autres, j'ai besoin de travailler avec les autres, même si je suis très solitaire. Mon rêve, c'est d'être avec les autres, mais d'avoir ma chambre, quoi. Et là, c'est parfait parce qu'on a notre loge, on a chambre à soi. Ouais, on a notre endroit pour s'isoler, et en même temps, on est très entourés. Et ouais, moi, j'aime beaucoup ça, être en groupe. Tu parlais tout à l'heure de ta découverte de Molière, de ce que ta mère t'a montré, t'a fait découvrir. Oui. Est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des œuvres qui ont fondé ton profil de comédienne ? Je sais pas. Il y a des textes qui t'ont marqué, par exemple. Il y a des textes qui m'ont suivi, ou des auteurs qui m'ont suivi. Par exemple, là, en ce moment, on joue La puce à l'oreille. De Feydeau. De Feydeau, qui a été mis en scène par L'Île au bord. On s'amuse énormément. La pièce, moi, j'adore. Et l'année dernière, j'avais joué L'Hôtel du Libre-Échange, de Feydeau aussi, qui est mis en scène par Isabelle Nanty. Et en fait, Feydeau, je crois que ça m'a toujours un peu... Ou c'est toujours peut-être moi qui l'ai suivi, mais pour les concours, j'ai fait des scènes de Feydeau. Souvent, je revenais à cet auteur que je trouve tellement brillant, tellement génial à jouer. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on m'ait mis dans ces pièces-là ici. Je pense qu'ils voient très bien... quand les acteurs rentrent, ils savent très bien qu'est-ce qui leur plaît, ou je sais pas comment ça s'est fait. Mais j'adore jouer Feydeau et je me retrouve à en jouer et je suis très heureuse avec ça. Tu te sens comment sur une scène ? Sur une scène, ça dépend beaucoup du spectacle, okay. Ça dépend. Mais je sais que, par exemple, quand je joue pas, les périodes où je suis juste en répète, je sais pas comment dire, mais je continue ma vie. Je me préoccupe pas trop de mon état. Je continue, je fais mes trucs. Et puis si je suis stressée, je me dis, je suis un peu stressée, c'est pas grave. Mais quand je joue, si je suis stressée, ça prend beaucoup d'ampleur. Du coup, je suis obligée de faire attention, de me dire, ah là, ça va pas. Comme j'ai vraiment l'impression que c'est mon outil. Et du coup, je me dis, là, en ce moment, je suis hyper tendue. Du coup, il faut que je fasse de la respiration, il faut que je m'échauffe, il faut que je fasse ça. J'ai conscience un peu je dois avoir conscience de l'état dans lequel je suis pour être sur scène libérée et ne plus y penser du tout. Ouais, t'es tributaire de tes émotions, au final. Et d'ailleurs, avec ma partenaire, là, Anna Servinka, on joue toutes les deux, on a un binôme dans le Feydeau. Et on a une super complicité sur scène et hors de la scène. Et quand on se retrouve avant de jouer, on a 5 minutes, on a le temps de se croiser. On a beaucoup de temps de maquillage, de coiffure, mais on a un petit sas où on se retrouve. Et la première question, on se dit, t'es dans quel état ? Et donc on se dit, aujourd'hui je suis stressée, aujourd'hui je suis surexcitée, aujourd'hui je suis ailleurs, je suis fatiguée. Et on se dit dans quel état on est. Et on se dit un petit truc pour la pièce. On se dit, ce soir, on pense à ça ou ça. Et c'est important, on fait un petit bilan de notre état. Et comme ça, on peut tout oublier. Et une fois qu'on est sur scène... ou alors on peut s'en servir, ou alors on l'a mis de côté. Comment tu envisages le moment des débuts, lorsque tu t'appropries un texte, par exemple ? Est-ce que tu as besoin d'un temps pour toi ? Est-ce que tu peux directement enchaîner sur des répétitions ? Ça dépend. En fait, si je suis dans 2 rythmes différents, vu que je fais des vidéos sur Internet et les pièces, c'est 2 rythmes super différents. Là, ces derniers temps, j'ai eu du mal à faire une transition parce que je faisais un programme pour Internet où ça allait très très vite. On m'a donné le texte, il a fallu que je l'apprenne tellement vite que j'ai pas pu apprendre mot par mot. Je l'ai appris un peu en grosso modo. Et puis on devait le jouer très très vite. Et c'était trop vite pour moi, c'était trop rapide. J'avais pas le temps d'y rêver, d'y penser, de m'inventer des trucs. C'était trop rapide. Et tout d'un coup, je suis arrivée en répétition de théâtre. Et là, ça a été hyper lent. On a commencé à réfléchir à chaque phrase, à ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, tiens, j'ai du mal à faire la transition parce que le rythme de YouTube sur ce projet-là était trop rapide. Et tout d'un coup, j'arrive à des répétitions qui, pour moi, sont trop lentes. Et à force de penser à chaque phrase, je commence à plus savoir ce que ça veut dire. Donc,
Donc ouais, ça dépend des projets, mais il y a des rythmes différents et il faut des fois un peu s'accommoder au rythme qu'on nous impose. Est-ce que tu as déjà joué plusieurs pièces en même temps? Quel type de rythme c'est au niveau de ton travail de comédienne? En fait, quand on est dans la salle Richelieu, on peut, quand on est programmé dans la salle Richelieu, on peut jouer plusieurs spectacles en même temps. Et ça peut aller jusqu'à... Il y a 4 spectacles en alternance. Moi, je me suis déjà retrouvée dans 3. Pas dans 4, mais dans 3. Et c'est assez fou parce que tu te retrouves à 14h à faire Electro-Rest dans la boue avec du sang partout. Et à 20h30, tu rejoues. Et là, t'es toute propre. T'as un gros chignon et t'es dans un décor années 60, d'un salon un peu bourgeois avec vue sur la montagne. Et le lendemain, à 20h30, tu te retrouves dans une autre pièce où tout d'un coup, t'es dans ce capin, dans un autre pays, dans un truc de bateau. Enfin, c'est assez fou. Et surtout, le spectacle Electro-Rest et Fedo, c'est vrai que quand on joue les deux dans la journée, de passer d'un truc avec de la boue partout. Ouais, Electro-Rest, je l'ai vu. Alors, là où on enregistre, je l'ai vu hier. Incroyable. Ouais. J'imagine que, t'es complet. Il y a du sang, il y a de la boue, il y a. Bon, je vous en parle, mais c'est terminé. Mais bon. Oui, puis en coulisses, il y a des bâches partout, tout le monde a des chaussons pour se protéger de la boue. Enfin, c'est une ambiance spéciale. Et le soir, tu te retrouves avec tout le monde en années 60, des moustaches, des perruques, c'est complètement autre chose. Donc c'est assez fou. Et il y avait Laurent Natrella, qui a été sociétaire à la Comédie Française, qui disait un truc que je pense qui est vraiment intéressant. Il disait, pour vraiment comprendre... pour vivre le truc, il faudrait aller voir 3 spectacles d'affilée, 3 soirs d'affilée, parce que tu vois les mêmes acteurs qui jouent un rôle, et un jour ils ont le rôle principal, le lendemain ils viennent jouer un petit truc dans une autre pièce, tu les retrouves dans des styles différents, avec des costumes différents, un jour ils ont une grosse moustache, le lendemain... Puis il y a le texte, quoi, juste pour vous. Ouais, mais une fois que tu mets le costume d'un spectacle, tu peux pas te tromper. Parce que des fois on me dit, est-ce que tu te trompes? Non, pas nécessairement se tromper, mais il faut juste assimiler que tu as 3 textes à apprendre. Qui se joueront la même semaine. Après, on les répète en décalé, donc parfois tu joues un spectacle que tu joues depuis 2 ans, puis après à côté tu es en alternance avec un spectacle qui vient de commencer. C'est quand même, au niveau des répètes, tu es sur un spectacle à la fois, normalement. Ouais. Donc ça se fait dans d'autres espaces-temps. Mais après, oui, tu joues les 3. Sacrée semaine. Est-ce qu'il y a une pièce ou est-ce qu'il y a un personnage que tu rêverais d'incarner sur la scène du Français? À un moment, je rêvais de jouer Hilde dans Solness le constructeur, mais je crois que je commence à m'éloigner de plus en plus de l'âge. Donc je sais pas si je le ferai un jour, mais c'est un rôle que je trouve trop beau, trop beau. Le message est lancé. On ne sait jamais. Donc on le disait tout à l'heure, tu fais également des vidéos sur YouTube, oui. Disons de divertissement, oui. On peut appeler ça comme ça, principalement sur la chaîne et le collectif Yes Vous Aime. Entre la Comédie Française et YouTube, il y a une écriture. Il y a l'écriture du vidéaste, qui est assez humoristique dans l'idée, et surtout qui implique qu'on peut recommencer une scène quand on le souhaite, puisque tout est dit, c'est une caméra sur laquelle on appuie. Et il y a une espèce d'instantanéité avec le théâtre. Ce travail pour donner l'impression que chaque soir, ça vient de s'inventer, plus un caractère assez sacré des textes, parfois. Est-ce que le track, il est le même ? Non. Déjà, la différence, c'est que du coup, au théâtre, effectivement, une fois qu'on a commencé la pièce, normalement, on s'arrête pas. Ouais. Mais on l'a quand même beaucoup répété avant. On a tout travaillé. Parfois, on l'a joué plein de fois. Donc on est prêt psychologiquement à de toute façon, pas s'arrêter. On est prêt à la jouer quoi qu'il se passe. Même si pendant la pièce, on tombe malade, on se fout de la cheville. Normalement, ça continue. C'est déjà arrivé en ce qui te concerne ? Oui, j'ai été super malade il y a pas longtemps pendant que je jouais et c'était assez hard, mais il fallait que je continue. Ouais. Donc sur le coup, je me demandais moi-même pourquoi. Je me disais, je suis pas un grand chirurgien ou un pilote de chasse, mais je sais que je dois continuer et je dois faire comme si rien n'était. Et bon, c'était dur parce que j'étais un peu ailleurs, quoi. J'étais pas complètement détendue et à mon texte, mais j'ai continué mon chemin. Au mieux, quoi, ouais, coûte que coûte. Et les vidéos, on a c'est très rare qu'on a des répètes avant. Okay. Donc on arrive et c'est un détail important, mais par exemple, souvent quand on joue à la Comédie Française, on a des costumes sur mesure. Donc les costumes, on essaye des patrons, tout est fait sur nous.
Ensuite, on peut dire, je sens que là, la jupe, elle me gêne. Est-ce que c'est possible de la couper? Là, les chaussures, je suis pas à l'aise sur ces talons-là. Ou alors, j'en voudrais des plus. Enfin, on a le temps vraiment. On fait vraiment toute une réflexion, par exemple, autour des costumes. Et alors que les vidéos, parfois, t'arrives le matin. Et tu dis, bon, bah, va voir dans le stock si tu trouves un truc. Et tu cours dans le stock et tu cherches un truc. Et des fois, après, tu vois la vidéo, tu dis, oh là là, mais c'est le look que j'ai là, ça va pas du tout. C'était pas ce que j'imaginais. Ou au contraire, il y a aussi un côté très amusant à chercher à la dernière minute, trouver un truc et tout d'un coup ça marche et t'es content. Mais c'est vrai que les vidéos c'est sur l'instant. Après nous on fait de la fiction donc on fait pas trop genre des jeux ou des trucs comme ça où c'est vraiment sur l'instant. C'est quand même écrit à l'avance, on apprend notre texte. Oui, malgré tout. Ouais. T'es entrée à la Comédie Française le 8 décembre 2015. C'était avant ou après YouTube? Après, je fais des vidéos depuis 6 ans et demi et je suis à la Comédie Française depuis 4 ans. Et quand je suis rentrée, quand on m'a proposé de rentrer, c'est une question que j'ai posée. J'ai dit, mais... C'est exactement celle que j'allais te poser. Ouais. J'ai dit, est-ce que je peux continuer à faire des sketchs? Parce qu'il fallait que j'abandonne les projets de théâtre en cours. Ouais. Et ça me faisait bizarre de changer toute ma vie du jour au lendemain pour de l'inconnu, parce que c'était de l'inconnu. Et donc j'ai demandé, et l'administrateur m'a dit, bah... Pierre Ninet faisait bien son format court sur Canal, tu peux... il faisait casting, donc je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas faire tes sketchs. Après c'est à toi de caler ton emploi du temps de YouTube sur la comédie par contre française. Voilà. Par contre, mon emploi du temps de la comédie française, c'est mon emploi du temps principal, quoi. C'est mon travail principal. Et après, je cale les vidéos quand je peux. Et ça, des fois, c'est un peu dur. Mais il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur, qui font des tournages et tout. Ouais. Mais ça, c'est un peu... Enfin, il a fallu que je sois déterminée pour faire les deux parce que des fois, ça veut dire se lever très tôt et puis tourner, puis aller en répète, puis jouer. Ça fait des journées un peu... À rallonge, ouais. Ouais, un peu à rallonge. Alors YouTube, ça l'est un petit peu, mais est-ce que la mise en scène au théâtre, ça te tente? Pour l'instant, non. J'ai pas d'envie de mise en scène. Par contre, dans Yes, j'ai l'envie de réaliser un sketch qui serait plutôt un clip qu'on réaliserait peut-être en mai. Ouais. Et ça me fait super peur. Ce serait quoi? Je sais pas si je raconte dès maintenant parce que sinon ça me met la pression qu'il faut que je le fasse absolument. Mais ce serait un clip féministe. Ouais. Avec où je voudrais inviter plein de filles d'internet, quoi, plein de youtubeuses. Ouais. Mais j'y pense depuis longtemps et je suis un peu bloquée. J'ai du mal à l'écrire, j'ai du mal à. C'est quoi? C'est les problèmes concrets qui t'arrêtent? C'est déjà le manque de temps. Ouais. Comme j'en ai pas beaucoup, je suis happée par les choses concrètes où je dois aller en répète, je dois aller jouer. Et comme j'ai écouté du coup beaucoup de choses, beaucoup de podcasts, j'ai lu des livres, des BD sur le sexisme, le féminisme, et comme il y a déjà énormément de choses qui sont dites, j'ai du mal à trouver pourquoi moi j'irais dire un truc en plus et je me vois pas répéter ce que j'ai déjà entendu. Donc je suis dans un entre-deux où je sais pas, j'ai plein de choses à dire, mais ces choses-là sont déjà dites et je sais pas comment... Il y a peut-être une manière, ouais. Oui, voilà, comment véhiculer mon message sans que ce soit je redis ce que j'ai lu, ou je redis ce que je pense, ou alors... et je vais pas non plus inventer un nouveau truc. Donc je suis un peu perdue par rapport à ça. J'ai une question que je me posais. J'ai un peu la réponse, mais je me la posais. Oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Comédie Française la Ruche? Déjà, il y a 3 salles. Il y a le Vieux Colombier, le Studio Théâtre et Richelieu. Et Richelieu, il y a 400 personnes qui y travaillent. C'est énorme. Il y a 862 places exactement. Oui, voilà, dans le public. Ouais. Et à l'intérieur, en fait, c'est fou le nombre de métiers qu'il y a dans cette maison parce que nous, on fait partie de la troupe, on vient jouer. Mais les spectacles se font pas s'il y a que nous, quoi. Donc, bien sûr. Il y a beaucoup de gens. Moi, je suis toujours impressionnée parce que il y a beaucoup d'artistes hyper forts. Chez les coiffeurs, on a des coiffures incroyables, improbables. Ils font des trucs super. Les costumes, c'est très rare d'avoir des costumes comme ça sur mesure, des si belles matières, des grands créateurs et tout ça. Au niveau des accessoires, des décors qu'on a, des changements de décors où tout d'un coup, par exemple là sur le spectacle La Puce à l'oreille, il y a 3 actes, donc il y a plusieurs changements de décors. Et à chaque fois que c'est le moment du changement de décor, t'as, je sais pas, une trentaine de personnes qui arrivent et tout est chorégraphié, c'est comme une petite chorégraphie derrière. T'as ceux qui déplacent les
les décors, qui changent tout, ceux qui remettent les accessoires, qui posent celui de l'acte d'après, qui récupèrent les autres. Ouais, c'est vachement impressionnant. Ouais, t'as les coiffeurs qui courent pour aller te remettre la pince avec la mèche, les habilleuses qui viennent te prendre ton manteau parce que t'en as plus besoin et qu'elles vont aller le poser, parce que si tu le poses quelque part, il y a tellement de monde que c'est hyper organisé. Ouais. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et après, il y a la réservation, les ouvreurs, enfin, il y a énormément de gens qui sont là pour des spectacles. Une question que je pose à la fin à tous mes invités, à toutes mes invitées, est-ce que tu as des petits coups de cœur culturels à nous partager ? Mes coups de cœur culturels, je crois qu'il y en a pas mal. Déjà, en ce moment, je viens de finir, je sais pas si c'est un... Oui, si, c'est un coup de cœur culturel. Sex Education, la série. C'est un coup de cœur C'est un culturel. coup de cœur. Et j'adore, je trouve ça génial. J'adore cette série, je trouve ça super bien. Et j'ai pas d'argument, mais je trouve ça... C'est super bien. Ouais, je trouve ça super bien. C'est un bon argument. Et j'écoute, je suis passionnée par les podcasts transferts, où c'est des gens qui The viennent States. raconter, qui viennent raconter des histoires incroyables. Le dernier est incroyable, Oui, avec l'ami. Oui, je vous je l'ai invite écouté. aussi à l'écouter. Je les écoute tous, j'en rate pas un. Et ça me passionne, ces histoires, parce que des fois on se dit que dans la fiction il y a des histoires incroyables, mais en fait dans la vie des fois c'est encore plus. Ouais, c'est Ça clair. paraîtrait pas crédible dans un Ouais. film, mais j'adore. Alors parfois ça m'angoisse, parfois ces podcasts-là me mettent dans des états de profonde angoisse ou tristesse, mais je suis comme addict, il faut que je les écoute. J'adore. Et après, oui, il y a un spectacle dans lequel j'avais beaucoup d'attentes pendant que je jouais, et du coup je me suis mis à lire plein de BD. Donc j'ai beaucoup de BD que j'aime, et je crois que j'ai adoré Culotté de Pénélope. Pénélope Et- Bagieux, ouais. Ouais, et les BD d'Emma, Charge émotionnelle, et je sais plus, je les ai toutes lues en même temps, donc je les confonds un peu dans ma tête. Ouais. Mais j'adore. Ton actu en ce moment, c'est La puce à l'oreille, Ouais, à la Comédie Française. exactement, mais ça finit bientôt, mais ce sera, je pense, repris. Ouais. Et là, je répète un spectacle qui s'appelle 7 minutes, mis en scène par Maëlle Poésie. C'est que des femmes sur le plateau, on est 10, et c'est dans une usine de textile. Et il y a les patrons qui ont pensé que la boîte allait fermer. Et en fait, elle est rachetée par des partenaires étrangers. Et les patrons nous donnent une lettre en nous disant vous aurez 7 minutes de moins de pause par jour. Est-ce que vous votez oui ou non ? Et il y a un grand débat qui, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, 1 heure, 1 heure et demie, sur qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'elles votent oui ? Est-ce qu'elles votent non ? Et bon, évidemment, elles ne sont pas toutes d'accord. Et Ouais. du coup, voilà. Ce sera dès le 25 mars au Vieux Colombier. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Pauline Clément vous a plu, vous a intéressé, si vous en avez appris un peu plus sur la Comédie Française, sur ses pensionnaires, ses sociétaires, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager cet entretien, mais également à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Je vous le répète chaque semaine, mais c'est très important pour le référencement de la quille. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.